si tu remontes il y a 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans en arrière, on bâtissait le produit et quand notre produit était prêt, eh bien, là, on rentrait dans une stratégie de commercialisation pour s'assurer que le produit soit vendu le plus rapidement possible et qu'on ait des bonnes ventes. Donc, la séquence était idée, conceptualisation autour d'un certain produit, mise en production du produit, commercialisation. Donc, la commercialisation était l'étape 4 ou 5 de ce qu'on allait faire. Bien entendu, des fois, on pouvait faire des pré-ventes pour s'assurer qu'on ait déjà un intérêt au niveau de notre clientèle, mais plus souvent qu'autrement, on attendait que le produit soit fini pour commencer à le commercialiser. Ce qui est intéressant maintenant dans cette fameuse approche qu'on peut avoir directement avec les consommateurs, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit par les podcasts ou quoi que ce soit, c'est qu'on est en train de voir vraiment un renversement de la situation au niveau des stratégies de commercialisation. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, selon moi, va avoir beaucoup plus de facilité à vendre rapidement si on inverse les choses. C'est-à-dire que si en étape 1, on travaille sur la commercialisation. Et comment qu'on peut le faire? Eh bien, de cette même manière-là, où est-ce qu'on se bâtit une audience? Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires, de retour avec Jonathan Léveillé comme à chaque semaine pour parler des nouvelles du monde des affaires, des nouvelles dans plusieurs secteurs. Mais avant toute chose, Jonathan, comment ça va aujourd'hui, mon ami? En pleine forme, Antoine, ça va super bien. Il fait moins 20 ici, 20 degrés de ton côté de l'Atlantique, mais c'est correct. On a un bon 40 degrés de différence au début du podcast. Donc, oui, effectivement, on est dans des environnements différents. Mais toi qui aimes tant la motoneige, tu dois être heureux dans ces conditions, si je me trompe. Ben, pas cette année parce que, honnêtement, pratiquement toutes les pistes sont fermées. Donc, on a la pire saison, je pense, en 10 ans. Il n'y a pratiquement pas eu de neige, beaucoup de pluie. Donc, on se rabat sur le ski. Donc, j'ai été faire du ski ce week-end. Voilà. Bon, ben, l'hiver prochain, on t'amène à Barcelone. Tu vas passer un plus bel hiver, ça va être plus facile. Mais bon, on va revenir à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire parler des nouvelles du monde des affaires. Il y en a eu plusieurs entre des délocalisations d'entreprises au niveau de notre cher Elon Musk, des lancements de chaussures avec l'ancien président des États-Unis, des états financiers avec un zéro de trop pour Lyft. Par où on commence, Jonathan? Je commencerai avec Trump, honnêtement, parce que à chaque fois que je regarde une nouvelle qui sort à propos de Trump, je me dis, mon Dieu, ça n'a toujours pas de bon sens. C'est l'inverse qu'on s'attendrait. Là, il a été condamné la semaine passée à payer 350 millions de dollars. J'ai pas tous les détails du pourquoi, peut-être un petit peu plus d'informations sur ton côté. Mais le sujet que je veux parler, que j'aimerais qu'on discute, c'est il vient de lancer un soulier. Une marque de souliers, je pense. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu, Antoine. Les Trump Sneakers, exactement. Donc oui, beaucoup de gens disent que il y a des produits qui sont lancés en ce moment un petit peu pour couvrir les frais d'avocat qui commencent à être des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Puis effectivement, tu as raison. Il a été condamné la semaine dernière à une amende de 355 millions à New York. Essentiellement, dans les dernières années, avant sa présidence, peut-être même au début de sa présidence, en toute transparence, il aurait donné plus de valeur à ses actifs boursiers pour avoir des meilleurs prêts au niveau des banques. Et automatiquement, toute la juridiction new-yorkaise s'en est mêlée. Il a été déclaré coupable, donc ça va lui coûter cher en amende et ça lui coûte cher en frais d'avocat. Donc, il y a des gens qui disent, est-ce qu'il est en train de se lancer des produits pour financer tout ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais comme vous savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus le côté business derrière ça. Qu'est-ce qui se déroule un peu derrière le lancement de ces fameux Trump Sneakers? Donc, c'est intéressant. Il faisait une conférence de presse il y a quelques jours de ça. Donc, pour situer l'audience, on enregistre le podcast le 19 février 2024 aujourd'hui. Donc, dans la semaine dernière, je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier, il a présenté des souliers qui ne sont pas des souliers révolutionnaires, c'est des souliers en or. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, on essaiera de vous mettre une image. Donc, des souliers en or avec un logo des États-Unis et le fameux T représentant Trump. Les souliers se vendent 399 $ américains, si ma mémoire est bonne, et il y avait des éditions limitées. Donc, je pense qu'il y avait simplement 1000 souliers maximum qui étaient offerts, peut-être un petit peu plus que ça. Et ça a été vendu très rapidement, sold out, mais bon, il n'y avait pas une quantité qui était très élevée, et j'imagine qu'ils vont en faire plus dans le futur. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Eh bien, ça amène un point qui est excessivement intéressant, je pense, à aborder avec notre audience aujourd'hui dans la conceptualisation d'un modèle d'affaires en 2024. Le point qui est intéressant avec ces fameux influenceurs-là, entre parenthèses, créateurs de contenu qui lancent des marques un petit peu, qui lancent des produits, on va dire comme ça, comme
Dwayne Johnson, les Kardashians l'ont fait, Trump vient de le faire comme on vient de le mentionner, Rihanna l'a fait. Donc là, on parle vraiment de créateurs de contenu à l'extrême, les plus connus de ce monde. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que si tu remontes il y a 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans en arrière, on bâtissait le produit et quand notre produit était prêt, en l'occurrence ici des souliers, eh bien là, on rentrait dans une stratégie de commercialisation pour s'assurer que le produit soit vendu le plus rapidement possible et qu'on ait des bonnes ventes. Donc, la séquence était idée, conceptualisation autour d'un certain produit, mise en production du produit, commercialisation. Donc, la commercialisation était l'étape 4 ou 5 de ce qu'on allait faire. Bien entendu, des fois, on pouvait faire des préventes pour s'assurer qu'on ait déjà un intérêt au niveau de notre clientèle, mais plus souvent qu'autrement, on attendait que le produit soit fini pour commencer à le commercialiser. Ce qui est intéressant maintenant dans cette fameuse approche qu'on peut avoir directement avec les consommateurs, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit par les podcasts ou quoi que ce soit, c'est qu'on est en train de voir vraiment un renversement de la situation au niveau des stratégies de commercialisation. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise aujourd'hui, selon moi, va avoir beaucoup plus de facilité à vendre rapidement si on inverse les choses. C'est-à-dire que si on étape 1, on travaille sur la commercialisation. Et comment qu'on peut le faire? Eh bien, de cette même manière-là, où est-ce qu'on se bâtit une audience? Les Dwayne Johnsons de ce monde se sont pas dit un jour, je vais me lancer dans la tequila. Ils avaient déjà l'audience, déjà la distribution, déjà la technique de commercialisation et en intégrant un produit à ce qu'ils faisaient, ils ont été capables d'en vendre très rapidement. Trump, la même chose. Il peut lancer un produit demain matin. Il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui l'aiment un peu moins, mais il y a énormément de gens qui l'aiment aussi aux États-Unis. Donc, s'il lance un produit qui met son nom sur le produit à cause qu'il a déjà l'audience, ça va se vendre rapidement. Les Kardashians aussi, Rihanna aussi, n'importe quelle personne qui a moindrement une audience en création de contenu est capable de lancer un produit rapidement. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être en processus d'idéation d'entreprise, qui sont peut-être en processus de vouloir créer une entreprise ou qui sont peut-être même dans un processus de vouloir ajouter une nouvelle ligne d'affaires à leur entreprise, je pense qu'il faut voir vraiment en 2024 notre commercialisation et notre mise en marché de manière différente, c'est-à-dire audience en premier, contenu en premier, autour d'un sujet qui, ultimement, on aimerait commercialiser. Je pense qu'il est là le point, c'est-à-dire on n'est pas obligé de se bâtir une audience aujourd'hui de souliers si, ultimement, on veut bâtir des souliers. On peut se bâtir une audience qui pourrait acheter des souliers, qui pourrait acheter des choses dans ces environs-là. Même chose pour la tequila avec The Rock. Et quand l'audience est assez bâtie, eh bien, pendant ce temps-là, on peut faire l'idéation de notre produit. Donc, quand le produit sera prêt, dans 6, 12, 18, 24 mois, ou peut-être ça sera plus tôt, eh bien, on aura pris ces 2-3 années-là et on aura bâti déjà la communauté et la communauté va être prête quand le produit va être lancé et non, on bâtit notre stratégie de marketing quand le produit est prêt. La nuance, elle est, à mon avis, comprise pour beaucoup de gens aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est vraiment appliquée dans notre quotidien? Et je pense que c'est une bonne question que les gens qui nous écoutent peuvent se poser parce que c'est comme ça en 2024 que les gens font énormément de ventes. Audience en premier, produit en deuxième. Les deux peuvent travailler simultanément, certes, mais l'audience n'est jamais mise à l'étape 4 comme elle pouvait l'être dans le passé. Puis on le voit entre autres, c'est deux bons exemples. Elon Musk, quand il a décidé de lancer son lance-flamme, qui n'a rien à voir avec son champ d'intérêt ou champ d'expertise, c'est à l'époque pour aider de financer The Boring Company, 500 $ l'unité. Il en a vendu des milliers et des milliers pour l'équivalent à peu près de 10 millions de dollars canadiens. Donc, il avait l'audience, il a lancé cette idée-là. Fort probablement que le produit n'était même pas développé en arrière, puis en réalité, c'est pas un produit qui est super complexe pour eux à développer. Mais c'est complètement hallucinant. On pense à MrBeast aussi. Je voyais, je pense, dans les dernières journées, qu'il rapportait des revenus de 750 millions US par année. Honnêtement, je regarde ce chiffre-là, puis j'aimerais ça voir les détails de tout ça, mais qui dit qu'il réinvestit 100% de ses revenus pour aller un petit peu plus loin. Ça va être intéressant de voir jusqu'à quelle profondeur il va être capable de se rendre. Mais encore là, c'est de l'audience en premier, puis après, on va trouver quoi vendre au bout de la ligne. Donc, dans nos propres entreprises, je pense qu'il faut se poser la question, quelle audience on vise, comment on peut réussir à aller nurturer cette audience-là, puis après ça, la mettre au bénéfice de l'effet de levier qu'on peut aller chercher. Là. Oui, et surtout de comprendre où on l'a bâti, cette audience-là. Et je pense qu'il a le point qui est très important, c'est-à-dire, il y a plein de plateformes de médias sociaux qui existent, mais il y a des plateformes
qu'on contrôle, il y a des plateformes qu'on contrôle moins. Il y a plutôt des plateformes qu'on possède et il y a on pourrait dire, data, une audience qu'on va posséder d'un autre côté. Donc, il y a des audiences qu'on possède pas, il y en a d'autres qu'on possède. Donc, si vous aviez à bâtir une audience aujourd'hui, nous, ça a toujours été comme ça qu'on l'a abordé chez G7 et je vous invite à vraiment penser comme ça. Bâtissez une audience que vous allez pouvoir contrôler aujourd'hui, demain, dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans. Absolument rien contre une audience Instagram, absolument rien contre une audience YouTube. Ce sont des très belles audiences à bâtir, mais malheureusement, on est dépendant des algorithmes. Si d'un autre côté, vous bâtissez une audience aujourd'hui d'une infolettre, une liste email qui vous appartient, eh bien, ça, c'est un actif marketing que vous possédez, qui va pouvoir vous suivre pendant excessivement longtemps et qui vous appartient. Et peu importe les changements d'algorithme, les emails vont rester des emails, les gens vont les consommer. Donc, posez-vous vraiment les questions où vous bâtissez cette audience-là. Bien entendu, par la suite, il y a de l'amplification qui va se faire avec les médias sociaux, avec les podcasts, avec les YouTube de ce monde, mais notre audience fondamentale, je crois qu'on doit la posséder. Et l'exemple de Trump, l'exemple de Elon Musk sont encore une fois des preuves que l'audience en premier aide vraiment à commercialiser des produits. Et il y a plein d'exemples aussi à petite échelle qu'on est capable de mettre en place. Et je pense que c'est vraiment un point à garder en tête. Donc ça, Jonathan, c'était le premier point que je voulais aborder avec notre audience aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on parle par la suite? Je ferai encore une continuité sur l'audience et la communauté. Je parlerai de Joe Rogan qui vient de renouveler une entente avec Spotify. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Rogan, c'est le podcast qui se classe numéro 1 à l'échelle mondiale depuis pratiquement même plus de 4 ans. Il avait signé une entente en 2020 pour être exclusif sur la plateforme Spotify, ce qui permettait de mettre l'avant le côté podcast de Spotify. C'est un peu leur stand marketing. Cette première signature-là, dans l'année 2020, était évaluée à environ 200 millions de dollars US pour à peu près 3 à 4 ans environ d'exclusivité. Les nouvelles viennent de sortir. Il viendrait de signer pour 250 millions. Tour de force, par contre, il ne sera plus exclusif pour Spotify. Et ça démontre la force et le jeu de bras à laquelle l'influenceur lui-même ou la personne qui est la communauté a le gros bout du bâton. Il est capable d'aller signer une entente qui vaut des centaines de millions de dollars US et de ne plus être obligé d'avoir l'aspect exclusivité au bout de la ligne, c'est complètement hallucinant. Donc, ça démontre encore l'importance d'une communauté, la valorisation de développer une communauté. Et Joe Rogan est pas mal un des podcasteurs au monde qui a invité tellement de belles et bonnes personnalités et personnalités controversées aussi. Ça m'a même surpris que ce soit pas lui qui ait l'invitation de Vladimir Poutine, mais là, il y a une question de politique en arrière, comme tu parlais dans le dernier podcast, que Vladimir a sûrement choisi son cheval de manière très précise, mais ça lui aurait donné une bonne audience. Et je ne sais pas si tu as vu, je fais une parenthèse sur Vladimir Poutine, mais il est sorti publiquement pour dire que son entrevue avec Tucker Carlson, qu'il était déçu que Tucker n'ait pas posé des questions plus difficiles pendant le podcast. Ça lui aurait permis de mieux paraître devant tout le monde alors qu'il disait non à toutes les questions que Tucker Carlson apportait. Donc, drôle de dynamique. Il y a un dialogue de sourds un petit peu qui s'installe, puis je pense que tout le monde veut essayer de sortir son épingle du jeu ici. Mais oui, effectivement, j'ai vu cet entretien-là. Par contre, pour Joe Rogan, j'aimerais rebondir là-dessus. Je serais vraiment curieux de voir à quel point Spotify n'était peut-être même pas impliqué pour amener le podcast sur d'autres plateformes. Et j'explique un petit peu mon point. Je ne pense pas que fondamentalement, c'est mauvais pour Spotify que le podcast se retrouve sur Apple Podcasts ou même sur YouTube ou quoi que ce soit, parce que il va y avoir une manière qu'ils vont être capables de garder une exclusivité sur Spotify. C'est clair, net et précis. Il va y avoir des contenus exclusifs qui vont rester sur Spotify. C'est quasiment impossible que le même contenu à 100% soit ailleurs. Peut-être juste l'effet vidéo qui va simplement rester sur Spotify. Il va y avoir des choses qui vont rester exclusives à la plateforme et en toute transparence, ça peut être une bonne chose également pour Spotify. Ça peut être une bonne chose pour Spotify parce que si le contenu est assez important sur Spotify comparativement aux autres plateformes qui pourraient peut-être être YouTube ou Apple Podcasts, ça peut donner envie aux gens de venir davantage sur Spotify. Et il avait dit, Joe Rogan, quand il avait pris ce deal-là, au départ, il avait vu une descente dans ses écoutes au début. Il avait très, très peur, spécifiquement sur YouTube, de ne plus avoir de distribution. Donc, peut-être qu'ils ont vu et qu'ils ont fait des analyses pour voir à quel point que ça peut avoir un impact sur l'organisation de pouvoir avoir le podcast de Joe Rogan distribué ailleurs. Donc, ça, je pense que c'est un point à garder en tête. Mais effectivement, ça démontre aussi
la force de l'individu ici qui est devenu à lui seul aussi gros qu'à peu près n'importe quel gros média aux États-Unis. C'est un deal qui est important, 250 millions. Le nombre d'années n'est pas révélé, par contre. On ne sait pas exactement c'est combien d'années. On peut, si on regarde la dernière entente, qui, selon moi, avait été signée en 2019, 2020, Joe, qui avait duré à peu près 4, 5 ans maximum, 3 ou 4 ans environ pour 200 millions. Donc, peut-être c'est à peu près pour le même temps. Et je lisais beaucoup d'articles qui disaient que c'est un bon deal autant pour Spotify que pour Joe Rogan, parce qu'en toute transparence, on voit pas exactement où est-ce que Joe Rogan aurait été capable d'avoir ce même deal-là ailleurs. Et pour Spotify, ils ont également besoin de Joe Rogan pour continuer à promouvoir un petit peu leur plateforme de podcast. Donc, beaucoup de médias autour de l'industrie de la création de contenu étaient d'accord sur un point que les deux ensemble, c'est un bon mariage. Les deux ont besoin vraiment d'être ensemble parce que quelles étaient les alternatives pour Joe Rogan? Ben, s'il sort du deal avec Spotify, il aurait pu retourner en indépendant comme il l'était dans le passé, ou est-ce que là, essentiellement, ben, tu vis de tes ententes de publicité avec tes sponsors et peut-être de certains autres modèles d'affiliation, mais essentiellement, ça se limite à ça. Et comme tu l'as dit, Joe Rogan n'a pas la langue dans sa poche, va des fois aller sur des sujets qui, on pourrait dire, ne font pas 100% l'unanimité. Donc, ça aurait pu être difficile pour lui d'avoir une entente avec Apple, disons, à cause un petit peu de sa manière de s'exprimer, de sa manière de discuter. Donc, il aurait pu se retrouver littéralement peut-être en étant encore une fois indépendant et peut-être de se relancer un canal comme Tucker Carlson l'a fait en indépendant avec un abonnement mensuel. Je pense que, en tout cas, à moins qu'on se trompe, mais en lisant bien ce qui se dit en ligne, il n'y avait pas 200 alternatives non plus pour Joe Rogan pour aller trouver maison ailleurs. Donc, je pense que pour les deux parties, c'est un deal qui est intéressant. Et j'ai hâte de voir s'il va y avoir d'autres ententes, deals comme ça dans le futur avec des créateurs de contenu assez importants. On le sait, Spotify met énormément d'argent sur son volet podcasting avec l'idée, ils l'ont déjà mis en place, mais surtout l'idée d'améliorer leur volet publicitaire pour intégrer des publicités à même les podcasts. C'est un modèle très similaire à ce qu'on peut voir avec Facebook et Instagram, où est-ce qu'on intègre la publicité à même le contenu créé par les utilisateurs. Donc, on a besoin de gros joueurs chez Spotify en termes de podcasting pour alimenter un petit peu ce qu'ils ont construit dans les dernières années. Donc, un bon deal pour les deux parties. Très intéressant de voir ça. Je pense que ça témoigne un petit peu de l'avancée de l'économie des créateurs. Et je serais curieux de voir si Apple était dans les prétendants derrière tout ça, parce que Google sont en train de lancer la serviette au niveau de Google Podcasts, mais Apple Podcasts sont encore quand même très actifs et quand même très utilisés comme plateforme. Donc, je suis convaincu qu'il y a eu des discussions avec Apple derrière tout ça et je suis surpris qu'ils n'aient pas sorti un petit lapin de leur chapeau comme souvent ils font, entre autres dans le domaine du soccer, du football, comme on dit de ton côté de la planète. Exact. Ils ont mis beaucoup d'argent dans les dernières années sur le volet un petit peu plus service, comme on l'a vu avec Apple, Apple TV, Apple Plus. Donc oui, effectivement, il y a quand même une diversification ici qui se fait également chez Apple au niveau de ses produits et de ses services. Prochain point, j'aimerais parler, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent. Et là, juste pour vous mettre dans l'état dans lequel que probablement cette personne-là est, imaginez-vous perdre 5 millions, 50 millions, 500 millions, ou plutôt 5 milliards. Là, vous dites, ah non, peut-être plus 55 ou même 56 milliards US. Donc, imaginez-vous perdre 56 milliards de dollars US pour un accord que vous avez signé qui a été annulé par une cour d'un des États des États-Unis. Et là, je parle de qui? Je parle nul autre encore de Elon Musk qui a perdu 56 milliards face à un jugement de l'État du Delaware pour un accord qu'il avait signé de rémunération avec Tesla en 2018. Et à l'époque, cet accord-là qui avait été signé avec Tesla, puis je ne sais pas si Antoine, tu l'avais vu passer, mais tout le monde qui regardait ça se disait c'est complètement outrageux ce qu'il y avait là-dedans, mais la réalité, c'est que c'est impossible à atteindre. Donc, ça a beau être outrageux, le monde riait. Puis les analystes à la télévision disaient, puis qui sont toujours contre Elon Musk, à CNN, à NBC, disaient que c'est impossible qu'il puisse atteindre ça et se demander pourquoi Elon Musk avait même accepté ça. Donc, peut-être, Joe, tu pourrais nous dire, mais je pense que la capitalisation boursière de l'organisation à ce moment-là était aux alentours de 50 milliards de dollars et qu'essentiellement, il fallait que
la capitalisation de l'entreprise fasse un genre de fois 10 pour que Elon Musk touche la première partie de sa compensation. Donc, tout était relié uniquement à la performance des investisseurs. Donc, si vous aviez $1 d'investi dans Tesla à ce moment-là et que ce même dollar-là, 4 à 5 ans plus tard, devenait $10, Elon Musk touchait un gros montant d'argent, mais on pourrait dire mérité. Mais je pense que n'importe quelle à la maison qui nous écoute aujourd'hui ou sur l'autoroute va être prêt à dire que si il risque autant, eh bien, il peut mériter beaucoup également au bout de la ligne. Et donc, essentiellement, c'était ça le deal. Et il y a un investisseur qui a quasiment aucune action dans l'entreprise, qui a fait une plainte au Delaware, comme quoi que le package que Elon Musk recevait était outrageux et beaucoup trop élevé. Et c'est un micro-investisseur qui avait quelques milliers de dollars simplement dans Tesla, et ça a été accepté par le juge. Donc, Elon Musk s'est fait retirer son package. Encore une fois, pardonnez-moi l'anglicisme ici. C'est, d'un point de vue encore une fois externe, je trouve ça excessivement triste parce que ça enlève la beauté du terme très souvent utilisé high risk, high reward, c'est-à-dire que si on est prêt à aller et travailler excessivement fort, et comme je l'ai dit très souvent sur le podcast récemment, je lis, j'ai même pas terminé encore. Il va falloir que je termine ce livre-là, la biographie d'Elon Musk en ce moment. Et quand Elon Musk a fait cette entente-là avec les investisseurs chez Tesla, de un, ça a été accepté par les investisseurs et c'était un endroit chaotique chez Tesla à ce moment-là. On parle des années 2016, 2017, 2018. L'entreprise ne faisait pas d'argent. C'était dans l'époque où est-ce qu'il était en train de revoir continuellement les chaînes de production parce qu'il devait atteindre la production de 5000 voitures par semaine. C'est un des moments les plus difficiles de sa vie. C'est dit et redit dans le livre. Donc, il dormait à chaque soir sur le plancher de son bureau simplement pour être capable d'être là avec ses équipes et d'améliorer la capacité de production des usines de Tesla. Donc, il a mis énormément de temps et de passion à faire en sorte que l'entreprise survive et soit capable de passer ce stade-là. Et il a réussi. Et quand il réussit, eh bien, on lui enlève. Moi, j'ai trouvé ça excessivement triste, Jonathan, quand j'ai lu ça, parce que je me suis dit, la beauté du monde capitaliste dans lequel on vit, c'est de se dire, si on prend des gros risques, on est supposé être récompensé en retour. Des risques que peu de gens, à mon avis, peut-être même personne dans le monde vont vouloir prendre. Et c'est gagnant pour tout le monde. L'investisseur qui a fait une plainte a fait 10 fois son investissement s'il avait investi à ce moment-là en 2018. Donc, c'est, encore une fois, je le répète, moi, d'un point de vue externe, j'ai trouvé ça excessivement triste. Si on le regarde, puis les chiffres étaient pas loin, ce que tu disais tantôt, Antoine, en 2018, là, ça valait à peu près 50 milliards US sur le marché. On est rendu à pratiquement 650 milliards, donc fois 12 à peu près, là, fois 11, même plus que ça. Fois quasiment 13 qu'il y a eu de croissance entre 2018 puis aujourd'hui. Si on regarde la profitabilité de Tesla, on parle à peu près 14% d'EBITDA pour le volume d'affaires qui est 100 milliards. Ça veut dire que d'un côté, oui, l'action a fait fois 13, mais le package qu'il allait recevoir, si ça passait, si on fait les maths, là, c'est 3 ans de profitabilité, même pratiquement 4 ans de profitabilité de Tesla dans le futur si Tesla n'a pas de croissance, mais qui préserve leur marge. Donc, pour la survie de Tesla ou pour permettre à Tesla d'aller à la prochaine étape, je pense que ça aurait été problématique pour eux. Ça aurait été plus un épine dans le pied au final, au bout de la ligne. Et si on regarde la quantité d'actions que Elon Musk détient encore de Tesla, on parle de seulement 13% maintenant qu'il est actionnaire de l'entreprise. Donc, il avait tout avantage à prendre cet argent-là et peut-être racheter des actions de Tesla. Il est sorti publiquement sur X pour dire qu'il voulait racheter des actions de Tesla pour devenir un peu plus gros comme actionnaire que ce qu'il est à l'heure actuelle. Mais je pense que ça l'aurait favorisé pour le moment parce qu'il était un petit actionnaire, mais ça l'aurait peut-être amputé le futur de Tesla, que ça passe au bout de la ligne. Donc, il y a comme un couteau à double tranchant derrière tout ça qui est problématique, là. On le payait en action. Donc, c'est ça qui est important à dire, c'est que c'était pas de l'argent direct qu'elle allait donner, c'est qu'il y avait plus d'actions qu'elle allait lui être données s'il atteignait les objectifs de l'organisation. Bref, écoute, c'est sûr et certain qu'on n'était pas là dans la cour de où est-ce que ça a été débattu des deux côtés, mais définitivement, d'un point de vue externe, si les investisseurs ont approuvé l'entente en 2018 et que là, quelques années plus tard, un micro investisseur qui n'est pas
sur le siège de direction fait une plainte et que c'est accepté. On dirait qu'il a l'air d'avoir un petit peu anguille sur roche ici, de se dire, est-ce qu'on veut encore une fois l'attaquer pour sa manière de voir les choses? Parce qu'on le sait, il a été énormément attaqué par le gouvernement américain et le gouvernement américain a redit, je ne sais pas combien de fois, qu'il allait regarder tous les dossiers dans lesquels Elon Musk est impliqué. Bref, on dirait, vous l'aurez entendu au son de ma voix, moi je suis vraiment dans le camp de Elon Musk, j'adore ce qu'il fait. Et j'ai été déçu de voir ça. Mais effectivement, il y a peut-être des arguments excessivement importants de l'autre côté, mais tu regardais toutes les nouvelles qui sortaient là-dessus, il y avait difficilement, les arguments étaient quasiment impossibles à trouver sur pourquoi ça a été désapprouvé. Bref, à suivre, mais effectivement, donc ça a été changé. Je pense qu'Elon Musk a même pris la décision quelques jours plus tard de déménager son siège social de Delaware au Texas. Absolument. Et c'est pas celui de Tesla, je pense, qu'il a déménagé parce que vu que Tesla est en bourse, il y a quand même certaines problématiques, mais je pense que c'est le siège social d'une autre entreprise qu'il a décidé de changer, qui est celui de SpaceX. SpaceX était déjà au Texas, mais Tesla était au Delaware, puis je pense que là, il veut bouger. Mais bon, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est fait, mais il le dit sur X qu'il veut bouger le siège social de Tesla au Texas. Et pour mettre en perspective le nombre de dollars qu'il y a dans ce deal-là, le 56 milliards, il faut se rappeler que Elon Musk a privatisé Twitter pour 44 milliards. Il avait déjà 10% des actions, donc 40 milliards là, qu'il avait à trouver en dollars. Il a levé une dette par rapport à tout ça, mais il a quand même vendu des actions de Tesla pour acheter Twitter. Donc, il aurait pu rembourser l'entièreté des dettes de Twitter qui est maintenant rendu X juste avec ce package-là financier. Fort à parier que s'il allait liquider ces actions-là, ça aurait fait encore plus baisser le titre de Tesla. Donc, il y a quand même une dynamique qui aurait pu être problématique derrière tout ça. Et je confirme juste ce que je voulais dire il y a quelques secondes. Donc, la corporation de Tesla, au moment où on se parle, n'est pas au Texas, mais il veut l'amener au Texas. Elle est au Delaware, comme je l'ai mentionné. Il veut l'amener au Texas. Le HQ de Tesla est déjà au Texas, mais pas la corporation, l'endroit où est-ce que l'entreprise est vraiment incorporée. Et à cause de tout ce qu'on vient de discuter, au-delà du siège social qui a déjà été bougé au Texas, il veut maintenant bouger la corporation législative au Texas également. Bref, à suivre. Mais oui, écoute, ça a été une sacrée histoire qui est sortie dans les dernières semaines. Dernière petite nouvelle, on parle de la bourse de Lyft, qui est le concurrent de Uber, qui a divulgué ses états financiers dans les derniers jours avec une petite erreur de typo dedans. Oh wow! Oh wow! Donc, c'est rare qu'on voit ça, mais ça l'a créé un grand chamboulement sur les marchés boursiers. L'action de Lyft, suite à la diffusion de ces états financiers-là, a augmenté de 67%. Donc, c'est un énorme bond vers le haut pour qu'ensuite le chef financier de Lyft sorte publiquement pour dire « Toutes mes excuses, on a eu une erreur dans nos prévisions, dans nos chiffres également. Il y avait un zéro de trop à un endroit et en enlevant ce zéro-là, ça ramène les états financiers à quelque chose qui fait plus de sens. » Donc, ça a créé vraiment une problématique sur les marchés boursiers. Ça va être intéressant de voir si Lyft va se faire poursuivre parce que ça peut avoir floué plusieurs personnes dans cette montée boursière-là en flèche et cette descente-là aux enfers par la suite. Donc, à suivre devant nous, je pense que ça va être intéressant de voir la joute juridique qui va jouer derrière tout ça. Imagine une petite seconde, tu te trompes d'un zéro et là, l'action part en flèche. Là, tu te demandes un petit peu ce qui est en train de t'arriver. Bien, finalement, tu as simplement fait une erreur sur tes états financiers. Parce que oui, effectivement, Jonathan, tu as un excellent point ici. Si tu fais une annonce globale, que ce soit sur les médias sociaux, à tes investisseurs, qui pourrait avoir un impact significatif sur l'action en bourse, tu es obligé, avec les lois américaines, d'annoncer au SEC, le SEC, qui est essentiellement ce qui régule un petit peu tout ce qui est marché boursier, marché financier aux États-Unis. Tu es obligé de les avertir qu'il y a une nouvelle qui risque d'impacter ton indice boursier quelques heures, quelques jours avant de faire l'annonce. Ça, bien entendu, si c'est fait de manière intentionnelle, si c'est fait de manière non intentionnelle, comme ça s'est déroulé, là, je ne sais pas le bout de la législation, mais effectivement, il y a des gens qui ont pu se faire flouer. Si tu achètes le stock boursier à la fin de cette croissance qui est en train de se dérouler parce que tu penses qu'il vient de se dérouler quelque chose d'excessivement intéressant avec l'indice boursier, tu n'as pas nécessairement eu le temps de lire les états financiers et que là, finalement, quelques minutes après, on annonce
qu'il y a eu une erreur et comme tu le dis, le stock est par la suite redescendu en flèche. Tu peux perdre beaucoup d'argent pour une erreur de communication. Donc, oui, j'ai hâte de voir si la loi s'intègre ici quand c'est quelque chose de non intentionnel à suivre. Mais bon, ça a été assez cocasse, mais peut-être assez triste, on va le dire, pour les gens qui ont acheté le titre en pensant qu'il y avait eu des annonces assez spectaculaires aux investisseurs. Et juste avant cette annonce-là, Lyft avait une capitalisation de 4,75 milliards. Ça les a fait monter de 3 milliards. Ça double l'entreprise, littéralement. C'est complètement ridicule. Et là, ça redescend en flèche aujourd'hui. Donc, je pense que c'est arrivé, si ma mémoire est bonne, Jonathan, jeudi ou vendredi, la semaine dernière. Et là, on enregistre, comme je disais, le podcast le 19 février 2024. Et là, déjà aujourd'hui, l'action est en train de plomber également. Donc, bon, à suivre. J'ai hâte de voir vraiment comment tout ça va se mettre en place. Effectivement. Complet, Antoine, pour aujourd'hui? Complet de ton côté. Bon, ben écoute, j'espère qu'on a encore livré du bon contenu à notre audience. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous à Spotify, abonnez-vous à Apple Podcasts. Si vous écoutez nos podcasts sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On vous en remercie en avance. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent chaque semaine et c'est toujours plaisant de vous savoir encore plus nombreux. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.